Ça, le titre est absolument parfait pour parler de la ça et de ce premier album-là. Et il nous donne, il nous fait comprendre tout le processus de création de ce premier album-là avec toutes sortes de détails. Alors on est plongé dans le Montréal musical effervescent des années 90. Ce premier album-là, La Llorona, c'est la rencontre entre la SA et Yves Desrosiers. Yves Desrosiers, guitariste, ex-membre du groupe de Jean Leloup, La Salle à faire, ils se rencontrent à une terrasse d'un café rue Saint-Denis. Elle lui parle d'elle, de son désir de devenir chanteuse. Il lui donne un carton d'allumettes avec son numéro de téléphone. Quand je vous disais qu'on était plongé dans le Montréal des années 90, terrasse de la rue Saint-Denis, carton d'allumettes, Jean Leloup, on peut pas faire plus années 90 que ça. Alors, il va se rendre chez elle avec sa guitare et ils vont essayer certaines affaires, standard jazz, chansons populaires, il ne sera pas renversé. Ils vont pas trouver que c'est une chanteuse très exceptionnelle, mais quand ils vont se mettre à explorer quelques-uns qui nous ont demandé Do They Know It's Christmas ou encore We Are the World de USA for Africa, mais je vous dis, musicalement, on n'ira pas là. Mais ça m'empêchera pas d'en parler, par exemple, parce que ça a été quand même marquant. Au début des années 80, un des premiers contacts que ma génération a eu avec l'Afrique, c'est par le biais d'une sécheresse historique qui avait provoqué une famine en Éthiopie. Le chanteur et acteur britannique Bob Geldof s'était rendu sur place pour constater l'urgence de la situation et il a eu l'idée d'enregistrer avec ses amis Sting, Bono, Phil Collins, les membres de Culture Club, Duran Duran et plein d'autres, la chanson Do They Know It's Christmas pour ramasser des fonds. Et évidemment, on le sait, la chanson va immédiatement devenir un succès planétaire sans précédent. Et on peut présumer que les Américains ont été un petit peu piqués au vif par le succès des Britanniques et ils ont entrepris de faire la même chose. Harry Belafonte, à la base du projet, va demander aux vedettes de l'heure, Lionel Richie et Michael Jackson, de composer une chanson pour l'Éthiopie qui s'inspirerait de différents hymnes nationaux pour qu'elle ait un côté très solennel. Ensuite, le légendaire Quincy Jones est approché pour réaliser la chanson et l'enregistrement va avoir lieu durant la nuit du 25 janvier 1985, tout de suite après le gala des American Music Awards. Et là, tout plein de monde y participe. Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Willie Nelson, Billy Joel, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, bref, tous ceux qu'André-Philippe Gagnon a imités au Tonight Show vont y participer. Et la légende veut que Quincy Jones avait installé une pancarte à l'entrée du studio qui disait « Faites attention, laissez vos égos en passant à la porte ». Le supergroupe sera baptisé USA for Africa et la chanson sera très humblement intitulée We Are the World. Évidemment, la chanson va monter en flèche dans les palmarès et va amasser en un an une somme colossale de 44,5 millions de dollars. Ce dont les gens se souviennent un petit peu moins, c'est qu'avant la sortie de We Are the World, il y a eu Tears Are Not Enough, une chanson caritative du même type, toute canadienne, qui avait été enregistrée par le collectif Northern Lights. Les vedettes canadiennes sont peut-être un peu moins big, là, mais on y retrouve quand même Joni Mitchell, Neil Young, Corey Hart, Bryan Adams, et il y a même des représentants de la belle province qui vont y participer. Robert Charlebois, Claude Dubois et Véronique Béliveau vont être les représentants de la langue de Molière. Ils vont chanter un grand total de une phrase dans la chanson, ce qui est un peu mince. Mais qu'à cela ne tienne, parce que peu de temps après, tout le gratin artistique des années 80 au Québec va chanter pour la cause lui aussi avec Les Yeux de la Fin, une chanson dans laquelle on pouvait entendre Daniel Lavoie, Martine Sinclair, Belgazou, Toulouse, Beau Dommage, René et Nathalie Simard, Céline Dion, un paquet d'autres. En fait, je vais mettre les clips des 4 chansons mentionnées. Vous allez voir, vous allez tomber dans une espèce de moment de nostalgie et vous allez peut-être comprendre pourquoi, à une certaine époque, on croyait que le spray net était une menace pour la couche d'ozone. Allez voir ça sur notre page Facebook. Nous, on écoute Alain Souchon et c'est déjà ça en 17e position. Recipes brought to you by Richard Grant. Il habite NDG depuis des décennies. Et puis cet homme est économiste et sociologue et tout le monde l'a consulté, le gouvernement fédéral, le provincial, les universités, partout. Et il a ce privilège infini d'avoir des racines partout. C'est-à-dire, il y a l'Europe. Thank you.
Club. Il y a beaucoup de pièces, vous le savez, qui devaient jouer, monter sur les scènes à Montréal puis ailleurs. Il y en a plein qui ont été annulées. Il y en a plein qui ont été repoussées. Et il y en a une qui a été, d'une certaine façon, chanceuse parce que elle sera présentée au Théâtre français de Toronto. C'est une histoire vraiment en montagne russe là, qui a été très compliquée à aboutir. Mais c'est Solstice d'hiver. Le metteur en scène, donc, de cette pièce, c'est Joël Beddoes, qui fait un petit retour à Toronto. Bonjour Joël. Bonjour. Vous avez été au Théâtre français de Toronto pendant un bon petit bout de temps. Y retourner comme ça, je veux pas dire c'est comme retourner dans ses vieilles chaussures ou ses pantoufles, mais il doit y avoir quelque chose d'extrêmement confortable, plaisant, de savoir tous les airs, la façon dont ça marche et d'arriver avec un projet, avec quelque chose que vous avez préparé et qui est prêt à être livré, là. J'aimerais dire que c'est le cas. Puis en ce qui concerne les personnes autour de moi, l'équipe du TFT, absolument. Puis Karine Ricard, la nouvelle directrice, est une bonne amie. Mais c'est la première fois qu'on présente un spectacle au Canadian Stage en 700 jours. Et le dernier spectacle à être présenté là, c'était une de mes mises en scène, exercice de l'oubli de Maché. Donc, on redémarre une machine et ça se sent dans la salle. Il y a de la poussière un peu partout. On cherche l'équipement. C'est une renaissance, d'une certaine façon. Ben oui, c'est une renaissance, puis heureusement qu'elle arrive maintenant. Vous avez été le directeur artistique de ce Théâtre français de Toronto jusqu'en juin 2021. Solstice d'hiver est une coproduction entre le Théâtre français de Toronto et le groupe La Veillée de Montréal. On me dit que vous essayez de construire des ponts, d'une certaine manière, entre ce qui se fait au théâtre à Montréal et ce qui se fait à Toronto. Est-ce qu'on me ment? Non, parce que j'avais plusieurs objectifs au Théâtre français en arrivant. Je voulais intégrer davantage les autrices, des metteurs en scène. Puis dans la palette de spectacles qui était là à mon arrivée, il manquait, je dirais, des écritures plus contemporaines. Et aussi, en même temps, j'ai remarqué que les anglophones de Montréal font toutes sortes de coproductions et de collaborations avec les anglophones de Toronto. Puis en français, il n'y avait rien. Et donc, j'ai des amis, des complices à Montréal, puis plusieurs projets ont eu lieu, pas juste avec la Veillée, mais j'avoue que j'ai découvert à Carmen Jolin une vraie complice. Nos discussions ont toujours été très, très riches et c'est devenu une amie. Bon, ben, un Solstice d'hiver, puisqu'il faut bien y venir, c'est une pièce, donc c'est la traduction d'un texte d'un dramaturge allemand, Roland Schimmelpfennig. Expliquez-moi, c'est quelque chose de très dense et qui a besoin d'explication, je pense. Bien, en fait, le sujet est très simple. C'est l'histoire d'une famille de gauche, artiste intellectuel, très confortable, et un peu désagréable, j'avoue. Et la mère arrive pour la veille de Noël et elle a invité un étranger qu'elle a rencontré dans le train. Il arrive du Paraguay, mais ses parents sont allemands, donc on évoque l'histoire des nazis qui ont fui vers l'Amérique latine de cette façon-là. Et lentement, pas vite, on se rend compte que cet homme est très charmant, très séducteur, puis il n'arrête pas de proposer une normalisation, que les couples doivent rester ensemble à tout prix, qu'il faut respecter la langue à tout prix. Et il fait ça aussi en évoquant la beauté de la musique classique qui est sublime. Et donc, on a envie de l'écouter. Et tranquillement, pas vite, on se rend compte qu'il incarne une extrême droite, toute gentille, qui s'installe et que les gens de gauche sont pas du tout habilités pour reconnaître le danger, ni pour le gérer. Mais c'est assez curieux parce que ça tombe, j'imagine que vous n'aviez pas prévu la crise des camionneurs et tout ça quand vous avez choisi de la présenter, cette pièce-là, mais c'est vraiment tous ces drapeaux nazis qu'on a vus à Ottawa le week-end passé. Elle est peut-être cette pièce-là, chez nous en tout cas, est-ce qu'elle est plus d'actualité que vous le pensiez? Ben, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis c'est devenu c'est devenu une pièce de plus en plus pertinente et je vais me dire un peu particulièrement à Montréal et Toronto parce que
les métropoles composent avec la diversité plus que d'autres régions du pays, avec des réponses différentes parfois, mais l'autre, l'altérité, la différence, c'est quoi dans une société? Et cette pièce raconte comment il y a un discours tout subtil, mais très, très dangereux, qui veut nous réconforter dans des valeurs dites traditionnelles, qui fait en sorte qu'on commence à avoir peur de l'étranger. On le voit comme un danger. Et ce discours est autour de nous et de plus en plus. Oui, mais oui, c'est vrai. Jeanne Bellows, vous dites que, et vous avez raison, comme souvent, une pièce de théâtre peut l'être. Cette pièce-là, c'est une sorte de tremplin vers des conversations entre les gens qui l'auront vu, parce que justement, le sujet qu'on y aborde est tellement en nous, autour de nous. Est-ce que c'est ce genre de pièce-là pour vous? Est-ce que c'est ça le but, de provoquer, parfois raidement, la pensée, la réaction des gens qui y assistent? Oui. Oui, parce que je pense que le plaisir du théâtre est dans la durée. C'est pas, on a un premier plaisir tout de suite après, mais les productions importantes nous habitent pendant très longtemps. Ouais. Mais aussi dans le plaisir, je tiens à le dire, parce que tout ce que j'ai dit étant vrai, c'est aussi une comédie. On rit, un rire jaune par moment, mais des rires aux éclats, parce que ça a quelque chose de loufoque et ça a quelque chose d'un peu banal, mais faussement banal. Et c'est ça qui était très riche à creuser comme équipe et comme metteur en scène avec des comédiens superbes. J'ai vraiment une équipe extraordinaire. Et donc, comment arriver à jouer sur la corde raide à tout moment? On est dans le rire, mais en même temps, il y a quelque chose de très important qu'on est en train de dire qui va trouver des échos plus tard. Le danger se dévoile juste à la toute fin. Moi, j'adore ça parce qu'on fait appel à l'intelligence du spectateur, mais on crée un événement ensemble. Oui, mais c'est toujours intéressant quand ça se passe comme ça. Mais vous-même, vous dites qu'il s'agit d'un projet qui me permet de canaliser ma propre rage contre l'apathie politique. Ça vous fait du bien pour vrai de travailler là-dessus? Deux médailles aux Jeux olympiques de Pékin. Le skieur acrobatique Michael Kingsbury a dû se contenter de l'argent après une victoire surprise du Suédois Walter Wahlberg. En patinage de vitesse, l'Ontarienne Isabelle Wideman s'est emparée du bronze aux 3000 mètres en longue piste. Une médaille était attendue lors de l'épreuve à relais mixte en courte piste, mais l'équipe canadienne a été disqualifiée. Vous êtes à l'écoute d'ici Radio-Canada Première. On continue sur notre lancée, si on peut dire. On va encore parler de théâtre, puisque la semaine prochaine, les théâtres vont rouvrir leurs portes. C'est intéressant, je me souviens plus qui tantôt disait ça, que le théâtre... Ah oui, c'est le Théâtre français de Toronto, que la poussière s'était vraiment accumulée. C'est une chose à laquelle on pense pas, parce que les théâtres sont normalement très, très fréquentés, et puis ils sont auto-époussetés par les gens qui y vont, qui les fréquentent. Mais là, c'est pas tout à fait ça. Mais le bonheur d'y remonter sur scène, de rallumer les projecteurs, de recommencer à vivre, parce que pour les comédiens, pour les metteurs en scène, et pour tous les gens qui participent à l'aventure du théâtre, c'est vraiment revivre que de remonter sur une scène. Donc, on va continuer à parler de ça. Vous savez, les théâtres, ont passé un très mauvais quart d'heure ces derniers temps, mais les portes se rouvrent, vous savez, et entre autres, les portes du théâtre du CEP vont s'ouvrir pour présenter Au sommet de la montagne avec deux acteurs, Sharon James et Didier Lucien. Didier Lucien est avec moi. Allô, Didier? Bonjour. Vous me disiez tantôt, quand on n'était pas dedans les ondes, que pour vous, cette période-là n'a pas été terrible, finalement. Non, ça n'a pas été terrible parce que j'avais diversifié mes actions. Je travaille dans toutes sortes de domaines différents, mais toujours en art et toujours en théâtre, en cirque. Et je tournais aussi à ce moment-là. J'avais des projets à moi qui étaient en branle. Fait que, étant donné que je me revenais d'un système à un autre, c'était bon pour moi.
Oui, c'est sûr, c'est intéressant. Au sommet de la montagne, vous faites Martin Luther King, vous le faites la nuit avant sa mort, juste avant qu'il ne meure. Et quelqu'un me disait que quand vous étiez plus jeune à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous n'étiez pas vraiment très au courant de ça, des grandes histoires, des grandes personnalités noires, des combats qui étaient énormes, qui avaient été menés à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a réveillé de votre sommeil? À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas vraiment raconter ces histoires-là dans les cours d'histoire. À Montréal, en fait, et en écoutant de la musique, étrangement, j'écoutais du Public Enemy à l'époque, dans les années 80, et il parlait de tous ces, de Malcolm X, de Martin Luther King, il parlait de toutes ces grandes personnalités-là, et je me suis mis à faire des recherches par moi-même sur les droits civiques. Et c'est en lisant comme ça, mais en fait, comme à l'époque des bibliothèques, là, quand les gens sortaient des livres et faisaient des recherches réelles. Oui, c'est arrivé, ça. Oui, je viens de cette époque-là, moi, et j'aimais bien faire mes recherches. Tout ce qui était intriguant m'intéressait. Mais donc, vous vous êtes penché, si on peut dire, sur le cas de Martin Luther King de toutes les manières, la façon dont il bougeait, la façon dont il parlait, pas son esprit, quoique oui, le texte, c'est lui qui parle. Oui. Est-ce que c'est difficile de se glisser dans la peau, vous passez votre vie à vous glisser dans la peau de personnages, mais de personnages qu'on connaît sans les connaître vraiment, de personnages qui ont été interprétés à l'écran ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un degré de difficulté supplémentaire ou un degré de plaisir supplémentaire? Il y a un plaisir supplémentaire parce que pour moi, comme je disais, la recherche, en fait, l'inspecteur en moi trouve ça fascinant. Parce que les images qu'on a de Martin Luther King, c'est ses discours et les entrevues qu'il a fait. Mais comment il était dans la vie réelle? On ne peut pas savoir. C'est la personnalité qu'on présente, c'est une chose, mais comment il était avec sa famille, avec ses amis. Et cette pièce-là, ça passe uniquement dans sa chambre d'hôtel. Alors, il faut que j'invente cette partie de lui-même pour le mettre sur scène. Et cette pièce-là, c'est un peu il était une fois, Martin Luther King, parce que c'est pas un documentaire. J'ai le droit d'essayer. Mais Sharon Jones, elle fait quoi là-dedans? Je suis en train de faire la femme de chambre qui vient et on va porter le café et on commence une discussion qui ne se termine jamais. Oui, mais c'est intéressant parce que ce personnage est inspiré, l'auteur, le personnage de la femme de chambre est inspiré de sa mère, qui n'a pas vu le dernier speech de Martin Luther King. Oui. Mais le dernier speech, justement, c'était ça, au sommet de la montagne. On en parle de notre discours très souvent. Qu'est-ce que ça contenait, vous l'utilisez sûrement, au sommet de la montagne? C'était un discours particulièrement enflammé, particulièrement intéressant, particulièrement efficace? Et enflammé, positif et négatif en même temps parce que il recevait tellement de messages de haine. De haine, et mais pas juste ça, en fait, on le menaçait de le tuer. Oui. En fait, à tous les jours. Oui. Fait qu'il était dans un état d'esprit assez profond. Et dans ce discours-là, il parle étant donné qu'il parle comme s'il va mourir incessamment. Et il dit qu'il verra pas le moment de bonheur où l'être humain va être capable de s'accorder, mais que ça va arriver. Et qu'il le voit dans ses rêves. C'est intéressant, mais c'est inclus, si on peut dire, dans la pièce, ça, les propos qu'il tenait dans ce discours-là. Oui, mais ça c'est étrange quand même. En faisant des recherches, je me suis rendu compte, on s'est tous rendu compte que la plupart des choses qui sont dites dans la pièce, c'est des choses qu'il a dites dans la vie. Fait qu'on retrouve, mais il faut vraiment chercher, mais on retrouve beaucoup de sa personnalité et des phrases intégrales. J'ai regardé beaucoup de documentaires, puis des fois, tu tombes sur une ligne, mais je le dis, ça. C'est rassurant, d'une certaine manière. Oui, c'est rassurant de faire ses recherches. Oui, c'est rassurant de savoir que M. King a dit des choses que le faux M. King va dire. Vous avez les recherches que vous faites, vous mentionniez tantôt que c'était un homme politique extraordinaire, mais c'est vrai que dans sa vie privée, c'était vraiment autre chose. Il n'était pas exactement un exemple de fidélité. Est-ce que est-ce que c'est des choses que vous abordez, ça, et est-ce que c'est délicat d'aborder ces choses-là? Ça l'est, mais ici, c'est quand même un peu moins pire c'est quand même différent aux États-Unis. Je sais que la pièce n'est pas appréciée de la même façon aux États-Unis qu'elle était en Angleterre, et ici, on n'a pas la même image non plus, mais c'est quand même quelqu'un qu'on considère comme un saint. Ouais. Mais pour ce qui est de son travail, c'est génial, mais dans sa vie privée,
c'était différent. C'était un homme qui avait des zones d'ombre aussi. Puis il y avait, bon, on sait qu'il avait plusieurs maîtresses. Ouais. Et on a ça dans la pièce aussi. On sait ces choses-là. C'est dans le domaine du connu. Ouais. Puis aussi, il a dit qu'il était colérique. C'est toutes des choses qu'on n'a pas quand on pense à Martin Luther King. Ben non. Fait que c'est un choc un peu à chaque fois. Ben, c'était un choc pour moi. Ça va être un choc un peu pour le spectateur de voir que ce gars-là tué des pieds. Les pètes à des coches. Oui, les pètes à des coches. Il y a quelque chose de particulier dans votre cas, Didier Lucien, c'est que tout de suite après, enfin presque tout de suite après avoir joué le personnage de Martin Luther King, vous allez vous déguiser en Abraham Lincoln dans une pièce qui s'appelle Abraham Lincoln va au théâtre, qui a été créée il y a quelques années. C'est un clin d'œil, ça, de prendre un noir pour faire Abraham? Oui, puis non. En même temps, c'est... Oui, je pense que ça en dit beaucoup, mais on est... le personnage est scindé en deux aussi dans cette... je pense que ça montre aussi la schizophrénie de l'Amérique. Oui, ben oui. C'est le double discours qui tient constamment, tu sais. Ouais. Alors, vous serez une partie de ce double discours-là dans cette pièce. Didier Lucien, en terminant, je me souviens que vous avez dit que, bon, pendant le confinement, là, vous avez dit que la conclusion, c'est que en sortant de la crise, on aurait vraiment les années folles du théâtre, avec les meilleurs publics, les meilleurs shows. Est-ce que vous pensez toujours ça? Mais ça a déjà commencé. Dans la pandémie, quand on a recommencé à faire des spectacles, je sentais le public vraiment enthousiaste. Il devait avoir moins de les salles pouvaient être moins pleines, mais elle était plus pleine d'énergie, plus pleine d'amour, j'ai l'impression aussi. Tu sais, fait ça arrive bientôt. Bientôt, on va y arriver et les gens vont être heureux. Et c'est pas la lumière qui est au bout du tunnel, c'est le théâtre qui est au bout du tunnel. Ça, c'est vrai. Ah oui. Oui, on a besoin de ces rituels-là. C'est sûr. Didier Lucien, merci. Je rappelle que vous allez donc être, si on peut dire, Martin Luther King dans cette pièce qui s'appelle Au sommet de la montagne chez Duceppe. Ça commence le 23 février, ça se termine le 13 mars. Et puis, je pense, il n'y a pas de tempête à l'horizon qui vous empêcherait d'y aller, à moins encore d'une catastrophe. Mais je vous dis ça en croisant les doigts, là. J'ai les doigts croisés au point de me faire mal. Ah, il faut que ça se passe. Il faut que ça arrive et ça va arriver. Merci, Didier Lucien. Merci beaucoup. Harry Potter, au fin fond de l'Afrique australe, j'ai l'impression qu'il y a une oreille ou deux qui vont m'entendre et qui vont comprendre ce que je veux dire. Harry Potter est un tel succès, c'est un personnage que vraiment la planète entière connaît. Et il y a David Felkinos, un romancier français, qui a eu une idée formidable. Il vient de publier un bouquin qui s'appelle Numéro 2 et qui raconte qu'est-ce qui se serait passé si, au moment des auditions, pour Harry Potter, il y avait eu deux petits gars quasiment aussi intéressants l'un que l'autre. Il y a Daniel Radcliffe, évidemment, qui a remporté la mise, mais s'il y en avait eu un autre, et il en invente un qui s'appelle Martin Hill, et Martin, au départ, c'est lui, dans le récit qu'on nous raconte, c'est lui qui est le plus intéressant, c'est lui qui est le fun, et on le prépare, et lui devient de plus en plus intéressant. Il connaissait pas Harry Potter au départ, mais là, il est en train vraiment de penser que c'est très important pour lui. Or, le réalisateur a aperçu, lui, dans un petit film, un autre garçon qui lui semble ressembler peut-être plus au personnage de Harry Potter. C'est Daniel Radcliffe et évidemment, The Rest is History, c'est Daniel Radcliffe qui va remporter le gros prix parce que c'est un énorme succès, cette affaire-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de numéro 2, ça raconte l'après. Qu'est-ce qui arrive à Martin Hill? Qu'est-ce qui
devient... Alors, ce qui lui arrive, c'est assez terrible parce que il était tellement emballé par cette idée-là, ça allait changer sa vie, il allait devenir une star internationale, etc. Et puis,